On entre maintenant dans le top 10, dans le vif du sujet. Carter Yakemchuk, le 10e joueur sur ma liste, qui a fait une petite montée à cause de mes derniers visionnements, puis aussi des visionnements par rapport à d'autres joueurs, dont Elenius et Brandsen Nygaard, qui ont baissé. Parce que je pense que Yakemchuk, c'est un défenseur qui est plus proche d'être un défenseur de première paire que Brandsen Nygaard et Konsta Elenius sont proches d'être des joueurs de premier trio. Puis encore une fois, ça dépend de la valeur que vous accordez à ça. Mais Carter Yakemchuk, c'est un espoir que j'ai adoré cette année, on a eu des petites discussions aussi en début d'année, lui et Zane Perek aussi qui reste à venir, où on a eu des discussions avec Matt Paradis, puis même dans les classements préliminaires. Quand Carter Yakemchuk est sur la glace, il se passe quelque chose. À toutes les présences, il va se passer quelque chose. Des fois, pas toujours pour le mieux, souvent pour le mieux. Mais ça va être un violent lancer sur réception, ça va être une feinte incroyable, puis ensuite de ça, la petite cuillère, un lancer violent. Ça va être une mise en échec rude, ça va être une bataille, il s'est fait prendre à contre-pied, ça a créé une contre-attaque ou une occasion de marquer. Il est rendu en arrière du filet des fois, bon, ça arrive aussi, mais bon, il est rendu en arrière du filet, il tente un petit jeu. Il te sert une belle passe d'un côté à l'autre de la patinoire. Tu sais, pour vrai, Carter Yakemchuk, il n'y a pas beaucoup de cheveux gris qui viennent avec lui, mais il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de sourire quand tu le regardes jouer parce qu'il est plaisant à regarder. Puis je vous donne la quote que j'ai mis dans le guide. J'ai dit, tu sais, on parle souvent de papier sablé, là, des joueurs qui sont rugueux puis tout ça. Ben Yakemchuk, il y a le désert au complet. Là. Il y a beaucoup de sable là, dans le jeu de Yakemchuk. Puis il a pas peur de personne. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand que le match va commencer, tu sais que ça va brasser. Puis tu sais que si tu joues pour l'équipe adverse, ça va être une soirée qui sera pas facile. Parce que il va y avoir du Sherwood, il va y avoir des mises en échec, il va y avoir, tu sais, il s'est battu contre Caden Lindstrom aussi. Ça a été une des belles confrontations qu'on a eues au début de l'année. Yakemchuk et Lindstrom, deux gros gabarits qui voulaient justement intimider l'autre, entre guillemets, puis montrer c'était qui le chef. Puis ça, c'est encore une fois, moi je pense que ça a été à l'avantage des deux. Parce que là, t'as un attaquant qui a montré aussi qu'il était capable de s'imposer, puis t'as le défenseur qui a montré que ce gars-là, même si c'est un gars potentiel du top 5, moi je suis capable de jouer contre lui aussi. Donc, tu sais, ça c'est quelque chose du côté de Yakemchuk qui m'a beaucoup plu. Puis des fois, je pense que c'est un petit peu... des fois, c'est peut-être un petit peu à son désavantage, là, parce que il essaie d'être impliqué un peu partout, il essaie d'appliquer des bonnes mises en échec. Des fois, il s'éparpille un petit peu. Puis il y a un coup de patin, il y a quand même un bon coup de patin à Yakemchuk, mais je pense que c'est peut-être une de ses faiblesses. Fait que là, il doit utiliser son patin pour venir corriger un petit peu des manques de couverture ou corriger des petites erreurs. Puis des fois, il est pas tout à fait là. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il va devoir améliorer. Mais je pense que c'est peut-être plus la prise de risque aussi. Tu sais, c'est vraiment savoir les bons moments pour pincher, savoir avoir les bons moments pour être physique, pour vraiment appliquer des bonnes mises en échec, pour pas trop se faire prendre non plus en étant agressif sur le gap et des choses comme ça. Mais encore une fois, ça, c'est des choses qui se corrigent. Puis c'est correct, là. Je pense qu'il est pas mal moins pire défensivement qu'est-ce qu'on a vu de certains depuis le début de l'année. Puis je pense que c'est beaucoup amélioré aussi sur la gestion de la rondelle en contre-attaque. Je pense qu'il s'est amélioré aussi sur la façon dont il coupe la glace aussi quand il y a une contre-attaque. Puis même la gestion de la transition aussi, moi j'ai trouvé qu'il avait été...
Je pense que ça s'était amélioré en ce qui me concerne du côté de Yakemchuk par rapport au début de saison. Euh, donc, tu sais, je pense que du côté défensif, il y a ça qui est passé à un autre niveau. Puis, du côté offensif, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs offensifs du repêchage. Son lancer sur réception, tu sais, j'en ai parlé tantôt, mais c'est un boulet de canon, là. C'est vraiment un lancer dangereux qui nous rappelle un peu les Shea Weber là, dans le temps. Euh, Son tir des poignets, il est aussi très lourd, puis il le place bien, puis la manière dont il bouge aussi sur la ligne bleue, il est capable de trouver une ligne de tir, il est capable de se déplacer aussi, puis de faire une petite feinte, un petit freinage rapide pour faire déplacer le joueur adverse juste hors de sa ligne de tir. Tu sais, ça, c'est juste à la pointe, là. Mais quand il arrive en vitesse aussi, quand il arrive en zone offensive, tu sais, de le voir faire la petite cuillère comme ça, là. Tu sais, c'est beaucoup d'attaquants qui font ça, là. Tu sais, Connor Bedard, il le faisait. Austin Matthews, il le fait, tu sais. Mais Carter Yakemchuk est capable de le faire aussi. C'est ça qui est impressionnant. Puis il est capable de venir arriver backdoor. Puis il est capable de venir arriver dans les espaces restreints. Puis il est capable d'utiliser ses mains aussi pour faire du travail style attaquant sur la patinoire. Donc c'est quand même un peu particulier parce que oui, il y avait beaucoup... Tu sais, il a fallu qu'il crée beaucoup d'attaques parce que c'était pas... les Hitmen de Calgary, c'était pas une grosse équipe cette année, donc il a fallu vraiment qu'ils prennent les bouchées doubles offensives, puis il l'a fait. Puis c'est pas pour rien qu'il a marqué 30 buts. T'sais, son équipe était pas très bonne, mais il a vraiment été capable d'utiliser son intelligence puis son lancer pour vraiment faire une différence côté offensif. Il a de très bonnes mains, comme je le mentionnais aussi, mais je trouve que défensivement aussi, il a passé à un autre niveau, puis je pense que de mon côté, si j'avais pas respecté ce que j'ai vu de Lev Shunov depuis l'année passée aussi, je pense que j'aurais placé Yakemchuk devant Lev Shunov sur ma liste, mais je veux respecter aussi qu'est-ce que le travail au complet de Lev Shunov, qui s'en vient d'ailleurs, parce que je l'ai dans le top 10 depuis le mois de juin, puis il m'a pas nécessairement... Oui, il y a des choses qui m'ont dérangé, mais il m'a pas nécessairement donné une raison de se faire sortir du top 10. Alors que Yakemchuk, il partait d'un peu plus loin. Je l'avais 19 en juin 2023, puis ensuite de ça, il a glissé de 13 à 14, puis finalement, je l'ai inséré dans le top 10 parce que je pense qu'il y a un réel potentiel de défenseur de première paire, comme je l'ai mentionné. Puis, tu sais, on parle beaucoup de Lev Shunov, puis on peut parler de Perek, puis ainsi de suite, mais, tu sais, soyez pas surpris si Yakemchuk sort, tu sais, peut-être 6, 7 aussi, là. Tu sais, faut pas l'exclure, là. Faut pas l'exclure peut-être même d'un top 5, là. Donc, moi, Yakemchuk, c'est un défenseur, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je pense que s'il peut améliorer un petit peu plus ses envolées un peu, soit physiques et aussi offensives, tout en gardant son style, puis en stabilisant un peu plus sa défensive. J'ai aucun problème à le voir comme un bon numéro 2 dans la Ligue nationale qui va être capable de jouer du 25-26 minutes, là, 24-25, là. J'ai aucun problème à voir ça. Donc, puis ça pourrait peut-être être un des meilleurs défenseurs de cette QV-là dans 10 ans. Puis un des meilleurs, là, je veux dire, genre 1 ou 2, là, peut-être. Là. Donc, Yakemchuk, 10e sur ma liste, c'est comme ça qu'on commence le top 10 pour cette troisième partie. Au 9e rang, le fils d'une légende, Tidge Iginla. Ben, en fait, la légende, c'est Jerome Iginla, mais le fils, c'est Tidge. Un joueur aussi plaisant à regarder cette année. Un joueur qui est dans les conversations aussi pour des rangs plus élevés. Et pour moi, c'est tout à fait normal. Puis... Je vais tout de suite lancer la prédiction, puis je sais pas si je vais avoir raison ou non, mais Tidge Iginla, il a l'air d'un joueur
qui va jouer dans la Ligue nationale pendant 15 ans, qui va avoir disputé 1200 matchs, qui va finir sa carrière avec genre 1100 points, puis qu'il va peut-être avoir gagné une ou deux coupes ici et là, peut-être un Conn Smythe. Il a l'air de ça. Il a l'air... Il pue un peu qu'est-ce que son père était, dans un sens. Puis c'est une bonne senteur, là, parce que Jarome Iginla, c'est un des très bons joueurs à avoir foulé les glaces de la Ligue nationale de hockey pour tous les aspects de son jeu. Puis j'ai l'impression que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre avec TJ Iginla, parce que c'est un joueur qui est bon en attaque, qui est bon en défensive, qui patine bien, qui contrôle la rondelle, qui est bon en échec avant, qui est bon en désavantage numérique, qui est bon en repli. Bref, c'est un joueur complet. C'est que quand tu vas avoir un joueur comme ça dans une équipe, quand tu vas avoir un joueur qui va t'aider à t'amener en série, puis qui va t'aider à passer à travers les séries. Tu sais, c'est quand même... Ils sont pas nombreux, là, ces joueurs-là, dans la Ligue nationale. Oui, il y en a quand même beaucoup, mais dans une équipe, il n'y en a pas 6. Il y a une équipe, il y en a 2, 3. Mais TJ Iginla, c'est ça. C'est que quand tu vas avoir besoin d'un gars qui va te donner 70, 75 points dans la saison, puis qui va arriver en série, puis qui va tout faire les détails, qui va t'aider à gagner sans nécessairement être un gars, il n'est pas obligé d'aller chercher 30 points en série, mais il va peut-être t'en donner 15 en 20 matchs, mais il va tout faire les choses que tu vas avoir besoin pour amener ton équipe d'une ronde à l'autre en série. TJ Iginla, un choix extrêmement facile tant qu'à moi dans le top 10 parce que la projection, elle est pas risquée tant qu'à moi. Je pense que je vois pas aucun scénario dans lequel TJ Iginla a pas un impact dans la Ligue nationale. Puis le temps va nous le dire, mais moi j'en vois pas un. D'abord, bon, tu sais, je parlais de son coup de patin tantôt, il y a un très bon coup de patin là, en vitesse, ça part vite. Puis on le voyait déjà aussi avec les Thunderbirds de Seattle l'année passée. Là. Tu voyais qu'il y avait un patin agressif, là, tu sais, c'est des bonnes foulées, c'est un bon coup de patin, une bonne accélération. Puis t'ajoutes ça un gabarit, tu sais, je pense qu'il est 6 pieds 185 ou quelque chose dans ce genre-là. Là, si on n'a pas les nouvelles, en fait on les a, mais moi je les ai pas à jour, les nouvelles mensurations, mais quand t'ajoutes ce gabarit-là qui est quand même déjà appréciable, puis t'ajoutes de la vitesse à ça, quand il y a la rondelle sur sa palette, c'est un joueur qui est très difficile à arrêter. Puis en plus de ça, quand il te sort ses mains du dimanche, là, puis que là, en plus de ça, qu'il t'attaque de front, puis après, il te sort un petit jeu d'habileté, puis que tu te fais complètement déjouer, ben, tu sais, c'est la génération d'attaque, elle est sensationnelle. Puis il y a de bonnes mains aussi, pas juste pour l'attaque, mais pour soutirer des rondelles, pour la protéger. Puis que ce soit en zone défensive, puis couper des jeux aussi, même avec les bâtons, puis couper des angles, des lignes de passe, puis des choses comme ça. Donc tu sais, Iginla sur le jeu d'ensemble offensif, c'est excellent, mais le jeu défensif aussi est très bon. Puis moi, ce que j'aime beaucoup d'Iginla aussi, c'est il joue à un rythme élevé. C'est un gars qui, quand la rondelle est sur sa palette, tu sais, ça s'en va en zone neutre rapidement, puis il est tout de suite prêt à accepter une passe, puis à traverser la zone neutre, traverser la zone adverse, amener ça au filet, il attaque le centre, il attaque les côtés. Puis le rythme est très élevé parce que c'est ça, il y a un désir de foncer au filet, d'amener cette rondelle-là en zone adverse. Puis il n'a pas peur non plus de la garder sur sa palette si ça le demande. Il est capable de lever la tête, de regarder ses options. Je pense qu'on a un peu sous-estimé ses talents de fabricant de jeu. En fait, peut-être pas sous-estimé, mais on parle pas de ça comme sa première qualité, mais il a été très bon pour créer des choses pour ses coéquipiers cette année.
puis d'effectuer des bonnes passes du revers, des passes vraiment des longues passes, des passes dans l'enclave. J'ai trouvé qu'il mettait ses coéquipiers dans de bonnes positions aussi pour réussir. Un des exemples de ça, c'est avec Hiroki Goicic, qui est pas nécessairement le plus talentueux, mais que en étant positionné devant le filet ou en étant plus prêt à dégainer, Iginla l'a souvent aussi repéré, lui a donné des bonnes rondelles, puis Goicic réussit à en tirer un peu plus profit dans le dernier droit de la saison, les trois derniers mois. Donc ça, c'est des choses que Iginla, on parle beaucoup de son tir, puis on parle beaucoup de son exécution générale, mais ça aussi, je pense, c'est à prendre en considération cette création de jeu-là. C'est un gars, Iginla, qui est énergique, évidemment, sur l'échec avant aussi. En avantage numérique, et évidemment, tu l'utilises pour son lancer qui est dévastateur, mais je pense que aussi, comme je viens de mentionner, il peut aussi servir, il pourrait jouer du côté gauche pour faire de la création de jeu aussi. Il n'est pas obligé nécessairement d'être dans un rôle de bumper, ou il n'est pas obligé nécessairement d'être sur un rôle sur la tir sur réception du côté droit. Je pense que tu peux le faire jouer dans toutes les situations d'avantage numérique selon qu'est-ce que tu as sur la patinoire. En désavantage numérique, on nous avait dit, on avait parlé dans la mi-saison qu'il n'avait pas joué beaucoup en désavantage numérique. Ben moi, quand je l'ai vu jouer en désavantage numérique, puis là, évidemment, après, il a joué en désavantage numérique sur une base plus régulière parce qu'il a été très bon. Mais même au début, là, quand il jouait en désavantage numérique, il lisait super bien le jeu, il était tenace, il était, encore une fois, comme je parlais de son anticipation tantôt, il bloquait des tirs, il était vraiment impliqué dans toutes les facettes du jeu défensivement, capable de garder la rondelle sur sa palette, écouler des secondes, ensuite de ça, passer ça à un défenseur pour rien un dégagement ou des choses comme ça. Donc, je pense, ou lui-même sortir la rondelle. Je l'ai trouvé calme. Donc ça, c'est encore une fois une preuve de son jeu d'ensemble. Puis de son travail pour encore une fois faire les détails puis de vraiment permettre à son équipe de gagner puis de vraiment faire de rendre la tâche difficile pour les équipes adverses. Donc moi, TJ Iginla, je pense que, tu sais, est-ce que j'aimerais qu'il soit plus mean ou plus physique, un peu comme son père? Peut-être, mais en même temps, c'est pas un gars qui a peur du contact déjà à la base, puis c'est pas un gars qui non plus a peur des batailles le long des bandes, des choses comme ça, puis il a pas peur d'aller au filet non plus. Donc c'est pas il y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, la seule chose du côté de TJ Iginla, c'est le plafond que je trouve qui est un peu plus bas. Puis peut-être qu'il y en a qui le voient à 85-90 points. Moi, je le vois un peu plus à 70-75, ce qui ferait de lui un excellent joueur de top 6, ce qui ferait de lui un excellent choix top 10, mais je sais pas si dans le contexte actuel, ça serait un bon choix de top 5. Mais encore une fois, dans mon cas, c'est pas scandaleux s'il est sélectionné dans le top 5 parce qu'il t'amène tout sur la patinoire, ce gars-là. Donc TJ Iginla, tant qu'à moi, une sélection, encore une fois, facile. Une sélection si tu es un directeur général ou un recruteur que tu pousses parce que pas mal de chances que tu assures ton travail pendant un petit bout de temps avec ce gars-là, qui est, selon moi, presque prêt à jouer dans la Ligue nationale à cause de son style de jeu, puis à cause de son travail général, de son intelligence. Donc, TJ Iginla, 9e sur ma liste. Au 8e rang, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, Artyom Levchunov, qui a baissé un petit peu de 6 à 8 dans mon classement. Puis je pense que c'est les derniers matchs que j'ai vus qui m'ont un peu plus dérangé parce que je ne l'ai pas trouvé si bon que ça dans le tournoi du Frozen Four. En fait, le tournoi du Big Ten et ensuite de ça, le tournoi du Frozen Four. Puis
du Frozen Four, mais de la NCAA avant même qu'ils se rendent au Frozen Four parce qu'ils ont perdu contre Michigan, mais je l'ai pas trouvé si bon dans ces visionnements-là, puis là, ça m'a peut-être un petit peu refroidi. Néanmoins, 8e rang pour Lev Shunov, qui est un défenseur, tu sais, il a amélioré son jeu défensif sur la patinoire. Puis je pense que du côté de Lev Shunov, moi j'ai trouvé que ça avait été une petite lacune en ce qui me concerne. Mais le côté offensif, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, à moins, il faudrait que ça soit un peu dosé, par exemple. Juste une petite touche un peu moins fofolle, entre guillemets. Parce qu'il va partout sur la patinoire, Lev Shunov, puis en même temps, c'est correct, là, il est pas... tu sais, des fois, le jeu se déroule d'une certaine façon, puis tu dois bouger d'une certaine façon, mais je trouve que des fois, c'est pas normal de voir un défenseur agir comme F1. C'est pas normal de voir un défenseur être derrière le filet. Puis bizarrement, des fois, quand il est derrière le filet, c'est là qu'il est plus efficace dans sa création de jeu. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre de la manière dont ça s'est produit cette année pour Lev Shunov. L'année passée, dans la USHL, il avait été, encore une fois, très solide offensivement. On voyait son lancer très violent. Mais j'étais pas. Je le trouvais un petit peu moins éparpillé. Je le trouvais un petit peu plus. J'ai l'impression qu'on lui a donné le feu vert du côté de Michigan State cette année. Puis il l'a pris. Puis en fait, moi, ça m'a quand même. J'ai quand même pas détesté parce que de le voir être impliqué comme ça en zone offensive, de le voir décocher des tirs, travailler bien sur la ligne bleue évidemment, mais utiliser c'est son tir des poignets, utiliser cette touche de créativité là, c'est son mouvement dans la surface pour vraiment ouvrir des options, ouvrir des lignes de passe. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le jeu de Lev Shunov qui méritaient beaucoup d'attention en attaque, même si parfois c'était un peu échevelé. Mais il patine bien. Tu sais, il patine bien, puis il est agile aussi. Puis je pense qu'il utilise beaucoup son physique aussi pour barrer des bâtons, pour bloquer des adversaires le long des bandes, pour donner des mises en échec. Puis je pense que il y a eu des petits problèmes, il y a eu des petits moments justement où ça a été ça le problème de Lev Shunov, c'est que des fois il sortait du jeu pour une petite mise en échec ou un excès un peu de physicalité. Puis il y a des moments où il était moins physique par rapport à... Il perdait des batailles contre des joueurs plus petits, où il se positionnait mal, où il arrivait moins bien dans son contact, un peu moins de synchronisme. Donc il y a eu des petits problèmes, des fois un peu de positionnement aussi qui était déficient. Des fois il changeait de gars, mais c'était pas les bons changements, ou il y avait un gars libre en avant, mais là, lui, il le laissait aller pour couvrir un autre. Bref, tu sais, moi, j'ai trouvé que il y a eu certains problèmes du côté de Lev Shunov, de ce côté-là. Puis, on dirait que des fois, il regarde la rondelle un peu trop, il est un peu trop aimanté par la rondelle. Donc ça, c'est quand même... Ça a été un peu compliqué de mon côté par rapport à Lev Shunov. Mais quand il a la rondelle sur sa palette en défensive, moi, je trouve qu'il est calme. Je trouve qu'il lève la tête, prend les bonnes décisions. Il active la relance, il active le jeu aussi lui-même en s'insérant dans les contre-attaques. En deuxième homme, en backdoor, en fait, la deuxième vague. Il va évidemment là, il va derrière le filet, il va à gauche, il va à droite, il va dans l'enclave, il est quand même d'un coup que la rondelle est sur sa palette, je trouve qu'elle est quand même sécuritaire, mais je pense que c'est l'aspect, surtout en défensive, l'aspect sans rondelle qui doit un peu corriger tant qu'à moi. Puis j'ai l'impression que, oui, comme je mentionnais tantôt, on lui a donné beaucoup de latitude à Michigan State côté attaque.
Puis j'ai l'impression que il va être capable de doser ça à force de se faire coacher, à force de faire de la vidéo vraiment, puis d'avoir des indications de ses entraîneurs, puis à force que lui-même prenne de la maturité. Parce que je pense que oui, c'est correct d'avoir un défenseur comme ça qui vient appuyer l'attaque, puis qui vient mettre les joueurs adverses, les défensives adverses sur les talons parce qu'il vient rentrer dans des zones où on a besoin d'avoir une couverture, puis ça ouvre un peu des lignes. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais avec un peu de discipline, avec un peu de coaching, je pense qu'il va être capable d'amener ça à un niveau aussi élevé dans la Ligue nationale, mais d'une manière un peu plus sécuritaire. Donc, puis on l'a vu en désavantage numérique en plus de ça, Levchunov. Là. Il était capable de jouer avec moins de risques. Puis en avantage numérique, il a été capable aussi de prendre des bonnes décisions. Donc, tu sais, c'est pas qu'il le fait pas. Je pense que c'est que là, il y a peut-être un petit peu la carte blanche qui fait en sorte que il se laisse aller un peu plus. Puis en même temps, je l'ai trouvé un peu moins efficace en attaque dans les derniers matchs, dans le tournoi du Big Ten, puis dans le tournoi du Frozen Four. Puis je l'ai trouvé un petit peu moins efficace en défensive aussi. Donc j'ai l'impression que c'était peut-être juste une petite séquence, fin de saison, peut-être que ça devient taxant sur le corps, puis c'est des matchs difficiles. Mais je pense que du côté de Levchunov, la production à un autre niveau, elle est élevée, tant qu'à moi. Je pense qu'il peut aller chercher beaucoup de points dans la Ligue nationale. Puis j'ai l'impression que les aspects défensifs de son jeu peuvent être corrigés aussi. Donc, c'est la raison pourquoi je l'ai 8e, parce que j'ai l'impression qu'il est encore proche d'un... Je pense qu'il y a encore un potentiel de première paire, mais au pire, si jamais il devient un défenseur, un 3, un 4, c'est pas scandaleux non plus. Donc, pour moi, je ne sélectionnerais pas deuxième, comme il semble avoir des rumeurs du côté des Blackhawks, mais si tu le sélectionnes dans le top 10, proche du top 5 même aussi, ben dans le top 5. Je pense qu'il y a matière à débat, mais je pense que c'est pas scandaleux non plus. Donc, Artyom Levchunov, 8e sur ma liste. Et le défenseur devant lui au 7e rang, Zane Perek, qui a lui aussi des problèmes défensifs. Donc, c'est un thème des fois du côté de la défensive, mais qui a l'attaque encore plus élevée, tant qu'à moi, que Carter Yakemchuk, que Artyom Levchunov. Et c'est la raison pourquoi je l'ai placé plus haut. Parce que Zane Perek, ce qu'on a vu à l'attaque cette saison, en tout cas ce que moi j'ai vu à l'attaque cette saison, c'est pratiquement du jamais vu, là, quasiment, pour un défenseur de cet âge-là. Dans notre ère actuelle de hockey, d'un défenseur de 17 ans comme ça qui fait qui a presque 100 points. On n'en a pas vu souvent, puis je pense que c'est tout à l'honneur de Zane Perek parce que vraiment ce qu'il fait avec la rondelle, c'est assez impressionnant. C'est un gars qui est évidemment de très bonnes mains, très patient avec la rondelle. Il te met du doute quand il est sur la patinoire parce qu'il est créatif, il peut faire il peut décocher des lancers, il peut effectuer des passes de qualité dans l'enclave, peut effectuer des passes à travers la boîte, peut se déplacer lui-même, puis ensuite de ça attaquer certaines zones. Puis ensuite de ça, il te ramène une passe du revers, une passe sauce là, du revers de l'autre côté. Il s'en va derrière le filet, manœuvre bien, ramène ça devant. Ensuite de ça, un petit peu de patin de reculon, se donne un angle de tir, décoche un lancer. Bref, quand il y a la rondelle sur sa palette, c'est très dangereux offensivement. Puis ça, c'est juste dans la zone offensive parce que Zane Perek, pour la relance, il est excellent aussi. Il est excellent en transport de rondelle. Il est excellent pour transporter la rondelle de sa zone à la zone adverse.
encore une fois, lui aussi, il n'a pas peur d'attaquer la zone neutre en vitesse, mais il trouve le bon moment aussi pour remettre un coéquipier qui lui aussi est en vitesse. Donc lui, ensuite, c'est ces deux étapes de vitesse. Donc Perec en vitesse en zone neutre. Ensuite de ça, il y a un coéquipier de l'autre côté qui est en vitesse. Perec le rejoint, ça rentre en zone. Donc il est capable d'utiliser ses coéquipiers de cette façon-là aussi. Il est capable de garder la rondelle sur sa palette assez longtemps. Des fois un peu trop, mais assez longtemps pour vraiment forcer le joueur adverse à se commettre, à prendre une décision, puis ensuite de ça, la rondelle est sortie, puis son coéquipier bénéficie d'un peu plus d'espace, bénéficie d'un peu plus de temps pour faire quelque chose. Donc Perec, pour moi, c'était l'aspect offensif de la chose est excellent. Et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas vu beaucoup dans les dernières années à ce niveau-là, en ce qui me concerne. Le problème que j'avais avec Perec, c'était en défensive, évidemment. J'ai trouvé qu'en première moitié de saison, il n'était pas un facteur défensif. Je trouvais qu'il s'impliquait un peu, il essayait de jouer défensivement, mais il n'était pas physique. Des fois, il prenait des risques, évidemment, qui n'étaient pas nécessaires. Des couvertures parfois un peu approximatives. Puis là, tu voyais que c'était peut-être pas les mauvaises intentions, mais c'était tout simplement le fait qu'il était pas trop conscient de qu'est-ce qu'il faisait. Ensuite de ça, moi j'ai vu un petit peu de progression à ce niveau-là sur son jeu défensif dans la deuxième moitié de saison. Un peu plus de calcul de risque, un peu plus de reconnaissance de certaines transitions, de savoir quand avancer, de savoir quand être un peu agressif avec le bâton, de bien contrôler le gap, d'être un petit peu plus efficace dans sa zone avec son bâton notamment, peut-être un peu plus physique entre guillemets, même si c'était pas c'est encore un gros problème tant qu'à moi, mais je pense que devant le filet ça a été un petit problème, mais le long des bandes ça a été un peu plus mieux, peut-être un petit peu plus dans la façon dont il trouvait une façon peut-être un peu plus sournoise de récupérer des rondelles ou en fait d'empêcher le joueur adverse de prendre cette rondelle-là ou de la garder sur sa palette. Donc je pense qu'il y a eu des petits mouvements par rapport à ça, des petites progressions, des petits changements. Le problème, c'est que c'est encore des défauts pour Perec. C'est que là, le jeu défensif devient un peu secondaire, entre guillemets, parce que là, tu lui demandes d'être un gars d'attaque, tu lui demandes d'être un gars de transition, un gars dangereux en offensive, parce que il y a un excellent tir des poignets aussi. Puis sur l'avantage numérique, il est très dangereux aussi. Parce qu'évidemment, il y a plus d'espace pour travailler, il y a plus de temps, et puis tu ajoutes à ça des mains, de très bonnes mains, puis un très bon lancer. Donc, nécessairement, ces gars-là vont produire, ou en fait, ils vont trouver des façons de produire régulièrement. Donc ça, le côté défensif, si tu te mets dans la tête que Perec peut améliorer ça, ce qui est une possibilité, évidemment, à ce moment-là, sa projection devient un petit peu plus facile, entre guillemets, parce que là, tu te dis, si ce gars-là, il fait 75 points dans la Ligue nationale, mais qu'il t'aide défensivement, puis là, je les compare pas, mais tu sais, Quinn Hughes, il est passé par là aussi. C'est un gars que je voyais très offensif, mais que j'avais l'impression qu'il allait se faire exploiter en défensive. Puis il a amené ça à un autre niveau, Quinn Hughes, puis je pense que ça a été le fait de jouer avec Chris Tanev aussi, il l'a beaucoup aidé. Donc Perec, est-ce qu'il peut avoir ça? Est-ce qu'il peut jouer si en jouant avec un défenseur un peu plus stay at home, puis qui vient vraiment solidifier ton aspect défensif, mais à ce moment-là, Perec peut un peu plus se libérer offensivement, tout en ayant quand même une certaine part de responsabilité défensive, mais moins importante.
tu sais, là, à ce moment-là, c'est sûr que ça devient une sélection où tu mets les œufs dans le même panier et tu dis, ce gars-là, on va vraiment l'utiliser pour qu'il devienne un générateur offensif hors pair. Parce que la rondelle colle sur sa palette, parce qu'il travaille bien avec ses patins le long de la ligne bleue, il travaille bien en général pour relancer l'attaque. Donc, puis il y a une vision, une très bonne vision aussi. Donc, je pense que c'est ça. C'est le dilemme un peu, encore une fois, de est-ce que tu veux prioriser l'attaque avant la défensive? Moi, je priorise souvent l'attaque avant la défensive, dans une mesure aussi où il y a un peu de défensive. Puis dans le cas de Parekh, tu sais, je l'ai vu un peu en fait, dans la deuxième moitié de saison. Donc, je me dis que c'est peut-être là, mais que ça doit juste être peaufiné et amené régulièrement. C'est de se le faire dire, de se le faire rentrer dans la tête. J'ai besoin de voir ça défensivement pour toi. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir la progression de Parekh pour ça. Mais j'ai aucun doute qu'offensivement, il va être... tu sais, il y a des gens qui l'ont comparé à Erik Karlsson. Là, donc, vous voyez un peu le portrait. Là. Erik Karlsson, là, il a gagné des trophées Norris parce qu'il faisait beaucoup de points. Parce que défensivement, là, ça a été très périlleux assez souvent. Puis, ben, tu sais, il y a des gens qui vont me dire « Oui, t'es bon défensivement. » Ouais, tant qu'à moi, ça n'a jamais été un fort du côté de Karlsson. Un peu plus de Norris de réputation, tant qu'à moi. Donc, Zane Parekh, est-ce qu'il devient un genre de Mike Green aussi, au pire, là, tu sais, encore une fois, c'est pas une comparaison un pour un, mais tu sais, genre de gars qui va produire beaucoup, il va marquer beaucoup de buts, mais défensivement, ça va être des cas de cheveux gris. Est-ce que tu peux vivre avec ça? Si tu es capable de vivre avec ça, ben, la sélection se fait d'elle-même. Si tu as déjà des gars défensifs du côté gauche, disons, dans ton équipe, tu as besoin d'avoir un gars comme ça qui active le jeu offensivement. À droite, encore une fois, c'est une sélection qui se fait bien aussi. Donc, Zane Parekh, 7e sur ma liste. Au 6e rang, le gros attaquant des Tigers de Medicine Hat, gros centre, gros ailier, peu importe la position qu'il joue. Possible choix du Canadien, Caden Lindstrom. Caden Lindstrom a manqué beaucoup de matchs cette année, 2 blessures différentes, mais dont une en particulier qui lui a fait manquer une trentaine de matchs, si ma mémoire est bonne. Et c'était une blessure au poignet, je pense, puis l'autre une blessure au dos, mais on nous a dit que les 2 blessures, c'était pas des choses récurrentes, puis c'était pas des choses qui allaient se poursuivre, là, qui allaient laisser des séquelles pour la suite des choses de sa carrière. Donc, Caden Lindstrom, évidemment, échantillon peut-être un peu plus petit parce qu'on n'a pas vu cette progression-là en deuxième moitié de saison. Il était blessé. On l'a vu en série, puis quand j'en avais parlé de Basha, ça a été un peu plus compliqué en série pour Lindstrom, mais bon, il revenait d'une blessure, donc ça peut excuser un petit peu. Mais bon, ce qu'on a vu jusqu'au mois de décembre-ish, cette année, c'est le gabarit, évidemment. Un gars de ce gabarit-là, à 6 pieds 5, 210 ou dans ce coin-là, c'est sur la glace, c'est sûr que ça détonne. Puis ça détonne aussi parce que il patine bien, il est agile pour son gabarit, il a une bonne fluidité sur patin. Puis c'est un genre de... Je veux pas dire une ballerine, là, mais il y a une façon de se déplacer qui est un peu gracieuse quand même pour un gars de ce gabarit-là. Puis, il se sert de ça pour utiliser son patin et son gabarit pour le long des bandes aussi. Il fonce au filet, devant le filet. Il se sert de ça pour la transition, évidemment. Il est capable de transporter la rondelle aisément. Puis comme je mentionnais, il était agile aussi. Donc, tu as une combinaison de vitesse. Puis ensuite de ça, il y a quelqu'un qui veut te mettre le bâton, te bloquer, t'empêcher de rentrer ou de sortir la rondelle de ta palette. Puis bon, tu es assez bon pour protéger la rondelle à cause que tu as un gabarit, mais aussi parce que tu es agile, tu as de bonnes mains. Donc, Lindstrom, il est capable de rentrer, il est capable d'attaquer le centre, il est capable de rentrer en zone adverse. Il a d'assez bonnes mains aussi pour splitter des défenseurs, arriver entre 2 défenseurs ou arriver entre 2 joueurs. Donc ça, du côté de Lindstrom,
tu sais, c'est d'un coup qu'il se met en marche, c'est difficile de l'arrêter. Et puis moi, je l'ai un peu comparé à Quentin Byfield, parce que c'est un peu ça aussi. C'est que il arrive en vitesse, avec le patin qu'il a, le gabarit, puis les mains qu'il a. Tu sais, t'as beau faire qu'est-ce que tu veux, c'est compliqué de lui enlever la rondelle, c'est compliqué de le freiner, puis de l'empêcher d'arriver du point A au point B, puis d'arriver devant le filet, puis d'arriver dans l'enclave. Donc, ça, tu sais, pour moi, c'est des choses que c'est difficile. Tu peux pas apprendre ça, là. Tu sais, t'as une génétique qui t'a donné ce gabarit-là, puis tu l'as complémenté avec du patin, puis de l'agilité, puis des mains, puis, enfin, tu sais, pour moi, Lindstrom, à ce niveau-là, c'est pratiquement inégalé dans ce repêchage-là. Puis évidemment, c'est que là, en plus de ça, d'un coup, il est en position un peu plus statique, il travaille le long des bandes, ou là, il est capable de sortir la rondelle de ces espaces-là, il est capable de prendre la rondelle, de se battre devant le filet, sauter sur des retours. Quand il y a un peu d'espace, là, il décoche son lancer, évidemment, un tir violent, un tir des poignets secs, précis, tir sur réception aussi qui sort rapidement. Puis encore une fois, même quand il est peut-être en moins bonne position de décocher des tirs, ben là, à ce moment-là, il utilise sa vision, il utilise, tu sais, il a une bonne patience, donc il est capable de bien repérer ses coéquipiers. Puis là, ben c'est là qu'il rend ses coéquipiers meilleurs aussi, parce que il est capable de les alimenter. Puis là, ben là, ça nous amène à la discussion du joueur de centre. C'est est-ce que Lindstrom peut être un joueur de centre dans la Ligue nationale? Probablement. Est-ce que moi je trouve qu'il est assez créatif pour être joueur de centre dans la Ligue nationale? Je sais pas. Je sais pas, là. C'est là que moi, je trouve que c'est un bon fabricant de jeu, mais je le trouve pas si créatif que ça. C'est que c'est des jeux qui sont relativement simples, ou quand il n'y a pas la rondelle sur sa palette, c'est vraiment de se positionner comme un tireur, se positionner comme le gars qui va aller faire des écrans devant le filet, puis des choses comme ça. Donc, est-ce que j'ai plus l'impression qu'il serait dangereux plus à l'aile qu'au centre, avec moins de responsabilités? Je pense que oui, personnellement. Parce que c'est bien de créer des choses grâce à la possession de rondelles, parce qu'il prend vraiment ce qu'on lui donne en attaque, puis, comme je disais, il est patient, donc il réussit aussi à attendre le bon moment pour remettre à ses coéquipiers, mais j'ai pas toujours l'impression qu'il les met dans une position optimale. Je pense qu'il donne la rondelle parce que c'est une option, puis oui, mais peut-être que cette option-là, elle se serait libérée, ou peut-être que ça serait une autre option, en fait, un autre joueur qui serait peut-être en meilleure position pour recevoir une passe, pour être plus dangereux. Donc je sais pas, encore une fois, je pense pas, je pense qu'il y a sa place au centre, mais moi, j'aimerais mieux le voir à l'aile, personnellement, au niveau suivant, parce que je pense que en ayant un peu moins de responsabilité défensive, même s'il est bon défensivement, même si des fois c'est un peu c'est pas toujours le meilleur jeu défensif que tu vas voir, mais il est impliqué, il est bon avec son bâton aussi, il est physique, on couvre bien ses hommes, encore une fois, lui aussi, il couvre une bonne couverture des joueurs, il est discipliné, puis tout ça, puis il vient en soutien aussi. Je pense que de le tenir un peu plus loin à l'attaque, de l'envoyer avec son patin, son gabarit, de le mettre un peu plus proche de la ligne bleue, qu'il soit prêt à partir, peut-être que ça lui servirait un petit peu plus la cause, parce que je vois pas en lui quelque chose d'élite au centre défensivement pour vraiment dire « Ah ben moi je vais tasser ce gars-là de mon deuxième trio pour mettre Lindstrom au centre. » Si, mettons, on prend le Canadien, là. Suzuki au centre du premier trio, on ne s'obstine pas avec ça, puis il est bon défensivement, Suzuki. Kirby Dach, c'est un peu la même chose aussi, c'est qu'il est bon défensivement, il est bon pour récupérer des rondelles, puis il est bon pour venir en soutien aux défenseurs. Donc ça, c'est une de ses qualités.
Donc, est-ce qu'on va tasser Kirby Dach pour mettre Lindstrom là, alors que tu as déjà ce prototype-là comme deuxième centre? Tu sais, aussi bien de le mettre à l'aile, Lindstrom, puis vraiment utiliser, exploiter au maximum sa vitesse puis son gabarit, puis le fait que il sera pas obligé de toujours arriver, puis il est bon en échec avant aussi quand même, Lindstrom, donc tu seras pas obligé de le fatiguer avec les allers-retours tout le temps comme ça, tant qu'à moi. Donc c'est un peu là le débat que j'ai, mais encore une fois, c'est pas scandaleux de le voir au centre non plus, Lindstrom. Donc tu sais, si on se dit on va avoir ce gars-là au centre, tu sais, il est capable de faire du bon travail. Juste, je sais pas à quel point c'est nécessaire de tasser un gars comme ça. Tu sais, moi je le vois un peu plus, tu sais, bizarrement, là, puis c'est pas encore une fois une comparaison un pour un, mais j'ai plus l'impression que il pourrait donner un style de Juraj Slafkovský aux Canadiens en inversant le côté playmaking. Slafkovský, c'est un bon fabricant de jeu, qui est meilleur fabricant de jeu tant qu'à moi que Lindstrom. Mais Lindstrom est un meilleur marqueur tant qu'à moi que Slafkovský. Sauf que c'est ce style-là. C'est des gars avec la rondelle qui sont dangereux, des gars qui sont capables de s'imposer physiquement, qui ont des responsabilités défensives, mais qui deviennent un peu plus... c'est atténué un peu, entre guillemets. Donc, c'est un peu ça que moi, j'aimerais voir de Lindstrom, c'est d'avoir ce rôle-là, mais sur le deuxième trio. C'est d'avoir ce rôle-là de finisher, puis d'avoir ce rôle physique-là aussi, sans nécessairement avoir à se soucier de qu'est-ce qui se passe en fond de sa zone à lui avec les défenseurs. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'il était mean sur la glace, puis je suis d'accord, puis il est physique, puis Lindstrom, je pense qu'il y a ça pour lui, mais je vais le continuer à le redire. J'ai l'impression des fois qu'il prend la route un peu plus de finesse, alors que j'aimerais qu'il soit un peu plus robuste de présence en présence. Encore une fois, c'est pas dramatique, puis c'est pas quelque chose... Tu sais, il est robuste, là, Lindstrom. C'est pas parce qu'il est pas robuste, puis c'est pas parce qu'il est pas mean, c'est pas parce qu'il donne pas des bonnes mises en échec. Juste que j'ai l'impression que des fois, il prend la route... Tu sais, il se compare à Roope Hintz. Puis tu sais, c'est une bonne comparaison, puis c'est parfait, mais... Tu sais, Roope Hintz, c'est pas un gars qui est méchant sur la glace. C'est un gars qui est intense, qui est capable de jouer physique, qui est capable de garder la rondelle sur sa palette, tout ça, mais il n'y a pas... Tu sais, si jamais ça brasse, ou si jamais tu as besoin d'une solide mise en échec, tu as besoin d'un Brady Tkachuk, mettons, là, qui va aller jouer dans l'illégalité un peu, ou sur la ligne. Tu sais, Roope Hintz, c'est pas ça. Mais ça n'empêche pas son apport, puis tout ça. Puis Lindstrom, c'est la même chose. Ça n'empêche pas son apport, mais j'aimerais qu'il soit un petit peu plus mean de présence en présence. Mais ça, encore une fois, ça, c'est mon utopie personnelle. Et ça change rien dans mon évaluation de Caden Lindstrom, qui a monté de toute façon dans ma liste depuis tout le début, depuis juin 2023. Donc, fait que qu'il soit un peu plus mean ou moins mean, ça change rien. Il est passé de 28 à 10 à 7 à maintenant 6. Donc, mon évaluation n'est pas basée uniquement sur le fait que je le baisse parce qu'il est pas mean. C'est pas vrai. Il peut rester comme il veut. Ça me dérange pas non plus. C'est un excellent joueur de hockey qui va probablement avoir une très longue carrière dans la Ligue nationale s'il évite les blessures. Puis une production assez élevée, tant qu'à moi, de peut-être 1 point par match ou proche. Dans la Ligue nationale. Donc, Caden Lindstrom, 6e sur ma liste, peut-être le futur choix du Canadien, donc à suivre dans quelques semaines. On entre dans le top 5 maintenant et le top 5 commence avec le meilleur défenseur selon moi et le seul défenseur dans mon top 5. C'est Sam Dickinson des Knights de London, les champions de la Ligue de l'Ontario et les finalistes au tournoi de la Coupe Memorial. Sam Dickinson, quoi dire de Sam Dickinson, outre le fait que c'est un défenseur moderne qui coche probablement toutes les cases que tu veux cocher dans la Ligue nationale. Premièrement, moi je pense que c'est un défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale, rien de moins. Et au pire des cas, si jamais il ne devient pas un numéro 1, je pense qu'il va devenir un numéro 2. Donc la projection, elle est pratiquement similaire, tant qu'à moi, à quelques exceptions près.
parce que de toute façon, il va être employé contre les meilleurs trios adverses. Il va jouer sur ton premier désavantage numérique. Il va jouer sur ton premier avantage numérique. Il va être capable de jouer à 4 contre 4. Il va être capable de jouer à 3 contre 3. Il va être capable de jouer contre n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment. Tu vas pouvoir l'utiliser en série. Tu vas pouvoir l'utiliser en saison. Tu vas pouvoir l'utiliser en pré-saison. Tu vas pouvoir l'utiliser n'importe où, n'importe quand, comme je le mentionne, parce que Sam Dickinson, selon moi, c'est le meilleur défenseur de ce repêchage-là, parce que son jeu d'ensemble est hors pair. Il a un gabarit excellent. Il est physique, mais pour être un peu plus physique, mais il est quand même physique. Il est mobile. Il n'a pas peur d'attaquer les espaces libres. Il n'a pas peur de venir s'insérer en deuxième vague. Il n'a pas peur de pousser le rythme offensif. Même, il y a une très bonne reconnaissance de ce qui se passe devant lui à l'attaque parce que quand il y a un petit mouvement, quand il y a une assez bonne vitesse, je pense que si vous avez regardé la finale de la Coupe Memorial, le deuxième but que lui a marqué, le deuxième but des Knights, c'est exactement ça. C'est que il a reconnu qu'il y a un joueur qui était un peu à contre-pied, qui avait, je pense, c'est Perek, justement, en plus de ça. Dickinson a vu l'ouverture, il a foncé, il s'est amené devant, pratiquement en échappé, en guillemets, puis il a décoché un bon lancer, il a déjoué le gardien. Ça, Dickinson, on l'a vu souvent cette année, pas nécessairement dans le sens qu'il s'est échappé comme ça, mais quand il voyait qu'il y avait une occasion à l'attaque de venir s'insérer, de venir en deuxième vague, de venir peut-être décocher un bon lancer des poignets ou même en transport de rondelle s'il y avait l'occasion de remettre ça à un coéquipier ou d'envoyer ça au filet. Il a été capable de le faire, puis les Knights en ont grandement profité cette saison. Il a connu une saison incroyable à l'attaque. Puis en défensive, justement, il avait été excellent aussi. Je veux revenir au début parce que quand il a joué à la Coupe Linka Gretzky, il n'avait pas été super bon en tant que tel. Il avait été bon, mais... Puis là, j'avais peur un peu... On parlait beaucoup de Cam Allen l'année passée, dans ce même aura-là, cette même aura-là de défenseur two-way, là, qui était capable de jouer physiquement, qui était capable d'être un leader né, puis finalement, Cam Allen, ça s'est tout simplement pas bien déroulé pour lui cette année. Puis du côté de Dickinson, rapidement dans la saison, il a montré que c'était un leader, un général offensif, un général défensif, qui était capable d'activer l'attaque, qui était capable de relancer l'attaque, qui était capable de décocher des gros lancers frappés sur l'avantage numérique, mais tout en ayant ces capacités-là de shutdown en défensive, de barrer des bâtons, de jouer physique, d'être rusé un peu en défensive dans sa façon dont il couvre ses joueurs. Évidemment, le long des bandes aussi, des récupérations de rondelles excellentes, des avantages numériques. C'est difficile devant le filet, c'est difficile le long des bandes contre lui. Parce qu'il patine bien aussi. En plus de ça, il a une bonne agilité sur patin. Puis il est assez bon avec ses mains pour justement garder la rondelle un peu plus longtemps, puis ensuite de ça, dégager, ou tout simplement, quand tu es à force égale, les premières passes, les longues premières passes, les bonnes premières passes en vitesse. Donc, puis il est capable de transporter la rondelle aussi. Donc, tu sais, il y a pas nécessairement de défaut, tant qu'à moi, Dickinson. C'est un gars qui a un package qui se projette tellement bien dans la Ligue nationale, parce que comme je le mentionnais, il coche toutes les cases, mais il est capable de jouer dans toutes les situations. Puis tu peux le faire jouer. Il pourrait probablement jouer 26-27 minutes dans la Ligue nationale là, sans problème. C'est pas la même comparaison, c'est pas le même joueur. Puis la comparaison, encore une fois, c'est pas un pour un. Mais ce que j'avais vu de Noah Dobson en 2018, c'est un peu ce que je vois de Sam Dickinson cette année. Dans le sens que Noah Dobson, quand tu le regardes, c'est pas le gars le plus spectaculaire, puis c'est pas le gars le plus physique, mais ce qu'il te donne sur la patinoire, dans les trois zones, dans les deux sens, dans toutes les situations,
c'est tout ce que tu demandes d'un défenseur numéro un. Puis en plus de ça, cette année, Noah Dobson il a ajouté de l'attaque en plus. Une autre coche d'attaque. Il y a 1 point par match environ cette année dans la Ligue nationale. Avec une équipe qui était pas si offensive que ça en tant que telle, qui a un style un peu plus défensif, les Islanders. Donc Dickinson, c'est exactement ce que je vois de son côté. C'est une production un peu moins élevée, mais un style... Tu sais, on parlait de Silayev tantôt, qu'on disait qu'on le comparait à Victor Hedman. Je vois beaucoup plus de Victor Hedman en Sam Dickinson, en tout respect, là, que j'en vois en Anton Silayev. Puis, encore une fois, c'est pas une comparaison 1 pour 1. Puis, mettons, je veux le mettre pour le Canadien. Mettons, on veut avoir une comparaison pour le Canadien. Tu sais, pensez à Caden Gooley, disons, puis l'apport qu'il amène dans l'équipe du Canadien, déjà à un jeune âge. Ben, Dickinson, c'est comme Caden Gooley, mais sur les stéroïdes, tant qu'à moi. Ou de luxe, là, tu sais, c'est vraiment la petite feuille d'or, là, par-dessus le steak, là. C'est ça, du côté de Sam Dickinson. La seule chose que j'aimerais juste voir un peu plus de son côté, c'est d'être encore plus mean, encore plus... Je sais que c'est un thème récurrent, là. J'aime les joueurs physiques, papier sablé, rugueux. Je viens d'en parler avec Caden Lindstrom, mais c'est la seule chose que j'aimerais voir de plus du côté de Sam Dickinson, parce que tant qu'à moi, ce gars-là, c'est un potentiel candidat au trophée Norris pendant plusieurs années. Dans son prime, là, je serais pas surpris que Sam Dickinson ait des votes très élevés pour le trophée Norris, puis qu'il en ramasse peut-être quelques-uns au passage. Donc, c'est vraiment ça la projection que j'ai de Sam Dickinson. Puis, il aurait pu même être proche du top 3 tant qu'à moi. C'est juste que les joueurs que j'ai devant, c'est des joueurs qui m'ont tellement plu depuis longtemps que j'ai comme pas eu le choix de les garder là. Mais Sam Dickinson, pendant un moment, au début de l'année, il était 3e, Sam Dickinson, sur ma liste. Là, donc, c'est pas un accident. Là. Mais il est resté top 5 après mon classement de mi-saison parce que, évidemment, tout ce que j'ai vu, même pendant les séries aussi avec London, il a été... ça a été tellement difficile de jouer contre lui. Puis il a tellement rendu la tâche difficile aux joueurs de talent que tu sais, n'importe quel recruteur qui est allé voir les Knights pendant les séries puis qu'il voulait vraiment regarder les joueurs offensifs, Dickinson assurément a ressorti du lot parce qu'il leur a pratiquement rien donné. En plus d'avoir une petite touche offensive aussi. Qui a laissé de côté un peu, par exemple, en série, mais le jeu défensif a été excellent. Donc pour moi, Sam Dickinson, sélection encore une fois très facile parce que il va jouer dans le show, puis il va jouer longtemps dans le show tant qu'à moi. Donc Sam Dickinson, 5e sur ma liste. Au 4e rang, un petit joueur de gabarit, en fait gabarit, mais un joueur extrêmement talentueux, Berkly Catton. Berkly Catton, je sais que c'est arrivé 2 ou 3 fois que je disais que Berkly Catton, c'était une version diète de Logan Cooley. Puis finalement, est-ce que c'est Logan Cooley qui est une version diète de Berkly Catton? Parce que Berkly Catton, en plus d'être un fabricant de jeu incroyable, il y a tout un lancer aussi, des poignets. Il y a tout un flair pour le filet, un flair pour marquer des buts. Même s'il y a un plus petit gabarit, il finit beaucoup d'actions près du filet, décoche beaucoup de lancers, tir sur réception qui est bon, mais c'est son tir des poignets qui est encore plus dévastateur. Donc tu vois vraiment l'éventail de son talent pour marquer des buts. Puis tu ajoutes à ça une touche de fabricant de jeu incroyable. Puis je pense que déjà, il avait un peu donné le ton à sa saison à la Coupe Linka Gretzky. Il a dominé le tournoi. Je pense qu'il a marqué 8 buts en 5 ou 6 matchs. Il a aidé le Canada à gagner la médaille d'or. Ensuite de ça, il arrive en saison avec les Chiefs de Spokane, une équipe qui est très ordinaire. Il y a pratiquement aucun appui, là, Catton, avec Spokane, là. Il jouait avec Connor Roulette, qui est un attaquant correct là, pour le junior. C'est un bon attaquant, mais c'est pas un gars qui va ramasser beaucoup de points dans la Ligue nationale, tant qu'à moi. Puis Chase Berthollet, qui a produit probablement
la majorité de ses points grâce à Catton. Là. Donc déjà en partant, c'est un peu compliqué du côté de Catton de vraiment ressortir. Puis malgré tout, il a fini avec au-dessus de 50 buts, il a fini avec au-dessus de 110 points, si ma mémoire est bonne. Un jeune de 17 ans dans la WHL qui réussit à faire ça, c'est quand même pas rien. Ce que j'aime beaucoup, évidemment, de Catton, oui, il a sa touche de marqueur, mais le fait c'est un fabricant de jeu extraordinaire. Il a une intelligence avec la rondelle qui est pratiquement inégalée dans ce repêchage-là. Sa prise de décision est excellente. Il met ses coéquipiers dans des positions dangereuses. Il a une vision du jeu magnifique. Des fois, là, il fait des passes du revers ou des 180, des tourniquets. Tu te dis, comment il a fait pour voir ça? Puis c'est pas juste une fois là, un coup de chance. Là. C'est vraiment régulièrement des passes des passes qui sont à bas pourcentage que lui les rend à haut pourcentage parce qu'il a une facilité à les exécuter. C'est un dynamo offensif, c'est un play driver, c'est un gars qui a la rondelle sur sa palette. Tout peut arriver. Et vraiment, il peut jouer avec un rythme élevé, il peut jouer avec un rythme un peu plus lent, il peut te déborder, t'attaquer au centre, te feinter de l'intérieur, de l'extérieur, d'amener la rondelle au filet, d'appliquer les freins, de remettre un coéquipier qui s'en vient en vitesse comme en deuxième vague, en option. Tout est dangereux avec Berkeley Catton. Puis son coup de patin, moi je trouve qu'il a un très bon coup de patin, je trouve qu'il part vite, je trouve qu'il est agile. C'est vraiment l'ensemble du patin pour moi qui fait en sorte que c'était lui que j'avais mis dans mon top 5 pour le coup de patin, le top 5 de TSLH, parce que c'est pas juste une question de vitesse aussi, c'est une question de servir de ses patins pour créer du dommage en transition, créer du dommage en entrée de zone. Puis aussi utiliser son patin pour déjouer un peu les défenseurs avec ses mains. Donc, je pense que son lancer il est violent, évidemment. Il peut marquer de plusieurs endroits. Il peut marquer du revers. Il peut marquer sur un tir sur réception. Puis en plus de ça, au centre, il a été excellent sur les mises en jeu. Je pense qu'il a gagné 57% de ses mises en jeu cette année, ce qui est excellent aussi. Donc, tu as un joueur, tu regardes ce joueur-là, puis tu dis, ben, Colin, c'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est son gabarit, c'est tout. Pour moi, c'est juste ça. C'est le fait que c'est un petit joueur de centre encore, puis que c'est arrivé souvent dans la Ligue nationale où ces joueurs-là ont eu un peu moins de succès, où le développement était plus compliqué, ou quand ils ont dû avoir du matchage contre des gros joueurs de centre adverses, des gros trios. Là. Mettons, on pense à Barkov, on pense à Ryan O'Reilly dans le temps, ou Kopitar, McJesus, peu importe, Draisaitl même. C'est là que ça devient compliqué parce qu'ils sont pas capables de ces joueurs de plus petits gabarits-là, ces joueurs de centre de plus petits gabarits-là, sont pas capables de jouer à un niveau aussi élevé contre des joueurs comme ça, surtout à l'étranger, parce qu'ils se font matcher contre des joueurs de ce gabarit-là. C'est facile à domicile d'être un peu plus méticuleux dans tes changements, puis dans ta façon dont tu utilises tes joueurs, mais à l'étranger, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, c'est ça qui devient un peu compliqué du côté de Berkeley Catton. Parce qu'en plus de ça, il n'a pas peur il a pas peur de couper au filet, il n'a pas peur d'aller dans l'enclave, il n'a pas peur de terminer ses actions auprès du filet, comme je le mentionnais. Il travaille bien le long des bandes quand même, parce qu'il y a un peu de chien en lui quand même. Il y a un peu de ténacité, un peu de ce petit courage-là, un peu. Donc, tu sais, dans la Ligue de l'Ouest, c'est physique quand même. Mais, tu sais, je trouve qu'il il a bien ressorti évidemment côté points, mais il s'est pas laissé intimider non plus par ce qui se présentait devant lui. Donc, tu sais, ça a été facile pour lui en début de saison d'un moment donné de se faire marquer puis de moins produire parce que là, au début, on voit que tu es un joueur de talent puis que tu commences à nous faire du dommage. On va s'arranger en deuxième moitié de saison pour te couvrir un peu plus, tout ça. Puis non, il a continué à produire en fou, puis il a continué à produire de façon régulière. Donc pour moi, c'est ça. C'est dans la Ligue nationale, est-ce qu'il peut aller jouer à l'aile? Sinon, est-ce qu'un gars comme Cooley peut réussir au centre dans la Ligue nationale? Je pense que oui.
Est-ce qu'un gars comme Catton peut réussir dans la Ligue nationale? Je pense que oui aussi. Euh, mais ça va prendre des conditions vraiment un peu plus optimales, des joueurs de gros gabarit. Je pense que, tu sais, Catton, il est pas mauvais défensivement non plus. Je pense qu'il est quand même impliqué. C'est pas nécessairement... Je pense que c'est par rapport à Cooley. Je pense que Cooley est meilleur défensivement, mais je pense que Catton, il s'implique bien aussi. Mais tu sais, si vraiment tu lui mettais deux gros ailiers avec lui, des gars qui créent de l'espace, des snipers, des gars qui sont aussi bons le long des bandes, je pense qu'à ce moment-là, ça faciliterait beaucoup la tâche. Mais pour l'aspect fabricant de jeu, je pense que Berkeley Catton, il a un potentiel d'être un des meilleurs passeurs de la Ligue nationale là, pendant sa carrière. Donc, tu sais, est-ce que c'est ça? Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont comparé un peu à Mitch Marner, je pense. Là. Tu sais, peut-être une comparaison un peu qui peut-être s'approche un peu. Je pense que Catton, il a un peu plus le désir d'aller au filet puis d'être plus dangereux dans l'enclave, mais tu sais, si, mettons, c'est un style un peu, ça peut peut-être s'apparenter un peu à ça, mais je pense que Berkeley Catton, une sélection qui, moi en tout cas, j'hésiterais pas au quatrième rang, mais une sélection qui risque de faire plaisir à une équipe hors du top 10 parce que je serais pas surpris qu'il glisse un petit peu. Donc très intelligent sur la patinoire, beaucoup de talent, une bonne capacité de marquer des buts et de fabriquer des jeux. Donc Berkeley Catton, numéro 4 sur ma liste. On entre maintenant dans le top 3 et top 3 assez facile, un joueur assez facile aussi à insérer dans le top 3, Ivan Demidov. Ivan Demidov, cette année, un autre joueur qui a tout pété, là, si vous voulez, offensivement. C'est un gars qui, je sais pas, tu sais, je sais pas encore une fois qu'est-ce qui va arriver au repêchage. Je sais pas s'il y a des équipes qui vont le laisser glisser parce que c'est un Russe, parce qu'il y a encore le spectre de la KHL qui est au-dessus de sa tête. Je sais pas s'il y en a qui vont le laisser glisser parce que c'est un peu plus petit comme gabarit, mais tant qu'à moi, Demidov, je pense que c'est le joueur le plus talentueux du repêchage. Je pense que si, mettons, j'avais un classement du top 5 à mettre, je le mettrais devant Celebrity. En fait, je pense même qu'on l'a fait là, pour le TSLH. Demidov, je pense que c'est le plus talentueux du repêchage. Je dis pas, ça enlève rien à McLean Celebrity qui est probablement dans mon top 5 aussi de toute façon. Mais tout ça pour dire, quand la rondelle est sur sa palette, c'est un peu comme Catton aussi d'ailleurs, là. Mais quand la rondelle est sur la palette de Demidov, c'est du bonbon à regarder parce que, encore une fois, il peut tout faire sur la patinoire. C'est un talent élite. Il peut prendre la rondelle de sa zone, l'amener dans l'autre zone avec facilité. Il peut déjouer 2-3 joueurs. Il peut la sortir du coin. Il peut ramener ça entre ses patins. Il peut ramener ça la petite cuillère, la petite feinte intérieur, extérieur, intérieur, peu importe. Quand il est près du filet, il peut décocher un bon lancer, mais quand il utilise ses mains, les feintes des gardiens sont pris un peu au dépourvu. C'est sûr c'est la MHL, puis c'est un niveau junior, puis c'est normal qu'un gars comme Demidov produise, puis je pense qu'au début de l'année, je faisais la blague aussi, là, je l'avais classé 6e un peu à la blague entre guillemets, parce que je disais que je voulais le fouetter, là, lui donner une petite claque au visage, parce que tu sais, dans la MHL, il n'y avait aucune raison qui explique pourquoi Demidov avait une production moyenne dans la MHL au début de saison. T'sais, 1 point par match, c'était pas suffisant. Là. C'est un attaquant avec le talent qu'il a. Il pourrait jouer il aurait pu jouer dans la KHL de façon régulière. Il est juste tombé dans une équipe qui, malheureusement, donne pas beaucoup d'espace aux jeunes, dont Matvei Mishkov, là, qui a été obligé de se faire tasser. Donc, on a déjà des cas de figure là, de ce côté-là. Mais Ivan Demidov, il s'est mis à produire à un moment donné à un rythme de malade. Je pense qu'il y avait 28 points en 7 matchs à un moment donné, ou quelque chose dans ce genre-là. Quand il a commencé à se mettre en marche, quand il a commencé à décider de s'insérer dans une conversation de top 2, là, top 3, là, pas parce qu'il était pas déjà là, mais quand il a voulu se dire, là, regarde, je vais vous montrer toute l'étendue de mon talent, ben,
il y a pratiquement personne dans ce repêchage-là qui l'a à côté talent. Il y a des mains incroyables, il y a un bon coup de patin tant qu'à moi, qui pourrait peut-être s'améliorer, mais moi je pense qu'il combine bien vitesse, agilité, et surtout en possession de rondelle. Je pense qu'en échec avant, on le voit peut-être un peu moins, mais quand il y a la rondelle sur la palette puis que tu le vois manœuvrer, vraiment, quand tu vois toute la poésie là, de son corps en mouvement, là, pour reprendre l'expression anglaise, c'est là qu'il devient encore plus dangereux. Puis il est intelligent sur la patinoire. Quand il a la rondelle sur sa palette, il est capable de faire profiter les autres aussi de ses talents de fabricant de jeu, de cette vision-là, de cette capacité-là à prendre la rondelle, à être patient, à vraiment se donner une meilleure option pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers. Puis il est capable de marquer aussi. C'est ça qui arrive, c'est que tu es obligé de respecter son talent de marqueur aussi, parce que c'est là que ça devient dangereux. S'il te coupe à l'intérieur puis tu lui donnes l'espace, il peut te marquer du revers, il peut décocher un bon tir des poignets. C'est un joueur qui est un dual threat, comme on appelle, une double menace. Donc, tu as besoin de le respecter pour son tir, mais tu le sais que tu peux te faire brûler parce qu'il va te passer la rondelle en arrière à un autre, un coéquipier qui était là ou qui est passé derrière toi ou que la couverture a été ratée ou ça allait échapper au joueur. Donc ça, pour moi, Demidov, c'est cette intelligence-là. On la voit beaucoup, puis on l'a vu beaucoup dans les métiers. Elle était meilleure que tout le monde sur la patinoire à tous les matchs. Donc ça a été assez facile à remarquer. C'est pas un gars qui a un gros gabarit, mais je le trouve quand même un peu physique pour protéger les rondelles. Je trouve qu'il absorbe quand même les contacts. Je trouve qu'il est capable aussi de protéger les rondelles juste assez longtemps pour ensuite de ça les remettre à des coéquipiers, que ce soit en défensive ou le long de la bande, puis vers l'attaque, vers le filet, disons, ou derrière le filet, mettons. Je pense que ça, c'est quelque chose qui le caractérise quand même bien, même si, comme je le dis, c'est pas un plus gros gabarit. Il y a quand même une petite touche un peu de chien là-dedans qui fait en sorte qu'il est combatif puis qu'il veut continuer à garder la rondelle puis à la garder dans sa possession. C'est pas nécessairement un gagnant du trophée Selke, mais je trouve que défensivement, il est impliqué. Je trouve qu'il lit bien le jeu. Encore une fois, c'est sûr que ça va lui arriver de tricher de temps en temps. Surtout quand il voit qu'il y a peut-être l'occasion de s'en aller dans un surnombre ou relancer l'attaque rapidement. Mais je pense que il a été un joueur assez efficace dans sa zone cette année. D'une manière un peu moins, encore une fois, c'était pas nécessairement physique, mais d'une manière, encore une fois, un peu plus intelligente avec le bâton, avec, encore une fois, les petits levées de bâton, les petits gestes rapides, les petites couvertures, vient arriver pendant que le joueur a un peu le dos tourné, il arrive, il vient mettre son bâton. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant de ce côté-là, qui est déjà, au moins la base, elle est déjà là, puis on peut, mettons, comme une équipe de la Ligue nationale, peut travailler sur lui, peut travailler sur cet aspect-là pour juste le peaufiner puis l'amener à un niveau quand même intéressant. Puis tout en le laissant se concentrer beaucoup vers l'offensive, vraiment se concentrer sur son talent en général puis ses mains. Donc, côté patin, c'est un peu ça. Là, je pense que le patin pourrait être un petit peu mieux tant qu'à moi, mais je trouve qu'il patine très bien. Puis la petite chose qui, moi, que j'aimerais qu'il fasse attention, peut-être, je sais pas dans la Ligue nationale si ça va... Peut-être que ça va lui arriver une fois, il va se faire connecter, puis il va peut-être y repenser 2 fois, mais ça arrive souvent quand même qu'il sort du coin, sort de la bande, mettons, puis il revient dans le centre, un peu la tête basse, un peu du revers. Tu sais, je veux que... Tu sais, dans la MHL, c'est pas très physique, fait que c'est correct, là. Tu peux t'en tirer facilement là-dedans, mais j'ai peur que dans la Ligue nationale, à un moment donné, ils se mettent dans des positions dangereuses pour lui, en fait, pour son corps, à cause de ça. Donc, peut-être, tu sais, encore une fois, c'est juste l'expérience, la maturité. C'est pas quelque chose qui est très dramatique, mais juste ça peut le devenir si jamais
il se fait connecter comme ça. Parce qu'il y en a des défenseurs qui visent des têtes, il y en a des défenseurs qui, tu sais, des Trouba, là, puis des joueurs comme ça, là, qui sont des fois assez illégaux, mais qui ont un peu de la latitude parce que la Ligue nationale fait rien, là. Donc, Demidov, c'est un peu ça. J'ai juste peur que ça, des fois, ça vienne un peu altérer son jeu. Mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète en tant que tel parce que il va peut-être justement prendre de l'expérience là-dedans puis bien s'adapter à l'Amérique du Nord puis à la Ligue nationale en tant que tel. Pour moi, c'est un attaquant de premier trio, évidemment. Je le vois comme un gars de 90 points là, assez aisément. Est-ce que ça peut être plus? Peut-être, évidemment, on ne sait jamais. Est-ce que ça peut être moins aussi? Ça, on ne sait pas non plus, mais tu sais, mettons, je le compare, si on fait la comparaison avec Michkov, tu sais, je pense que l'aspect défensif de Demidov est meilleur que Michkov, mais je pense que Michkov est un meilleur marqueur. Je pense que la vision du jeu est assez similaire, donc tu sais, probablement que les deux seraient dans le même range tant qu'à moi. Si c'était dans le même repêchage, probablement que les deux, peut-être que ça pourrait s'interchanger, un en avant de l'autre, mais je pense pas que les rangs seraient bien différents. Ça serait les mêmes rangs et le même range pour ces deux-là. Je pense que le plafond de Michkov est un petit peu plus élevé, mais Demidov, je pense qu'il va mieux s'en tirer côté défensif. Donc, c'est du pick and choose, donc ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend c'est quoi votre projection, mais Demidov, je pense qu'il va être un très bon joueur en Ligue nationale, puis tant mieux si, mettons, il glisse au Canadien, puis le Canadien le repêche, mais on va avoir le plaisir de le regarder pendant une dizaine d'années, on l'espère, et peut-être plus. Donc, Ivan Demidov, 3e sur ma liste. Au 2e rang, bon, j'espère que vous avez votre petite heure devant vous. Cole Yzerman, mon boy, celui que j'ai défendu pendant toute l'année, puis que j'étais, on dirait, le seul à défendre, évidemment, mais c'est correct. Comment je vais aborder cette discussion-là de Cole Yzerman? D'abord, je pense que ça a été le joueur qui a été le plus suranalysé, je pense, de ce repêchage-là. Je pense que c'est le joueur qui s'est fait le plus manquer de respect pour les qualités qu'il a. Alors que tu pouvais retrouver les mêmes qualités de certains joueurs par le passé, puis c'était pas la même discussion pourtant. Puis la même chose avec l'âge. On nous dit, ouais, mais là, ce joueur-là, il est né au mois d'août, donc il y a une progression, donc ça va être plus facile de le projeter, puis de continuer son développement, puis ainsi de suite. Mais on peut pas appliquer ça à Cole Yzerman, qui est à 3 semaines d'être de l'autre repêchage. Donc, c'est un fin du mois d'août. Donc, je sais pas, tu sais, on dirait que les discussions autour de Cole Yzerman cette année ont été axées sur le négatif au lieu de prendre les positifs un peu plus en considération, puis de donner un peu plus de valeur à ce positif-là. Je sais, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on a préféré parler des défauts, qui sont des défauts. Là, le jeu défensif de Cole Yzerman, il est pas bon. Il faut qu'il soit meilleur que ça. Ça, c'est bien correct. Mais à un moment donné, pourquoi le jeu défensif de, disons, Cole Yzerman, de Cole Caulfield, il était pas très bon au programme, puis il était pas très bon dans la NCAA, mais c'était pas grave. Il y avait du talent top 10 quand même, puis il y a des gens qui le plaçaient top 10 quand même. Mais pourquoi, quand c'est Cole Yzerman, qui a des meilleurs, autant, peut-être une meilleure facilité de marquer à l'intérieur, un aussi bon tir, qui est plus gros, qui est plus physique, pourquoi ça, tout à coup, ça fonctionne plus? Je sais pas. J'ai eu de la misère avec les discours tant qu'à moi. Puis j'ai essayé de me tenir le plus loin possible de ces débats-là. J'ai essayé de vraiment juste parler un peu de son talent, de ses qualités élites tant qu'à moi, de ce que moi je voyais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une clique à un moment donné qui est arrivée en début de saison, qui ont dit Cole Yzerman, il est pas dans le top 10. Puis que là, il y a beaucoup de gens qui l'ont pas regardé, qui ont finalement dit ben là, si eux, ils disent qu'il est pas top 10, il est pas top 10.
OK, puis ça, c'est correct, là, vous faites ce que vous voulez avec vos arguments puis vos observations, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui méritait d'être souligné dans son jeu. Outre le fait, c'est juste un marqueur. OK, c'est juste un marqueur, mais c'est juste que dans la Ligue nationale, Zach Hyman, là, c'est pas le fabricant de jeu. Je comprends pas encore une fois Cole Eiserman à Zach Hyman, là, mais tu sais, Zach Hyman, là, c'est pas un fabricant de jeu extraordinaire, puis mais il en a poté 54 pareil. Là. Puis là, il est en train de mener les séries en ce moment avec 14 buts. Là. Tu sais, tu sais, marquer des buts, là, c'est pas donné à tout le monde. Là. C'est pas, tu sais, la Ligue nationale, là, c'est pas de la charité. Là. Tu sais, ils donnent pas des buts à tout le monde. Là. Faut que tu les marques, ces buts-là. Faut que tu les travailles. Faut que tu te places dans des positions pour marquer ces buts-là. Puis Cole Eiserman, c'est ce qu'il a fait. C'est que cette année, oui, il a marqué des buts en avantage numérique avec son lancer sur réception. Il a marqué des buts aussi avec son tir des poignets quand il y avait un peu d'espace, quand il était près du filet. Il a trouvé des façons de s'insérer dans l'enclave, même si c'était crowded, même s'il y avait beaucoup de gens, même si le défenseur semblait être prêt. Il a trouvé des façons de rentrer, puis de décocher des tirs, puis de marquer des buts. Puis il a marqué des buts aussi. Il s'est amené en échappée. Il a marqué des buts sur des feintes. Il a marqué des buts en transition, en contre-attaque. Il n'a pas juste attendu le one-timer sur l'avantage numérique. C'était pas juste ça. Il a été capable de marquer des buts de différentes façons cette année dans la majorité des matchs que j'ai vus. Puis je pense que même il a été capable d'utiliser son tir pour tromper les joueurs adverses aussi, pour donner des occasions à ses coéquipiers, au-delà du fait que c'est pas un créateur de jeu extraordinaire, mais je pense qu'il a été capable de réussir quelques bonnes passes, des passes transversales, des passes dans l'enclave, des passes près du filet. Il a été capable de récolter des mentions d'aide, pas juste à cause de son tir, il a été capable de créer ces choses-là aussi. Puis Cole Eiserman, moi, c'est pas le fait de le voir huitième le problème. T'sais, moi, si tu l'as huitième sur ta liste, c'est bien correct. Là. T'as bien beau le mettre huitième, c'est correct. Mais de dire ben moi je l'ai 19e juste parce qu'il est pas bon défensivement. Pour moi, c'est manquer le bateau un peu de l'évaluation en tant que tel. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire il fait des jeux stupides, puis il profite de ses coéquipiers, puis des choses comme ça. Ben, OK, ça c'est vrai. En transition, oui, il y a du travail à faire quand même, Eiserman. Puis oui, des fois, il garde la rondelle un peu trop sur sa palette, alors qu'il devrait utiliser un peu plus ses coéquipiers. Puis oui, des fois, il devrait, au lieu coûte que coûte d'envoyer ça au filet, il devrait prendre le temps d'analyser ses options. Oui, mais en même temps, c'est pas l'essence même de son jeu non plus. C'est pas, il n'y a pas juste... on me dit qu'il n'a pas été impliqué défensivement. Oui, mais en même temps, est-ce que y a-t-il une possibilité que ce gars-là, il améliore cette facette-là? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il veut pas jouer défensivement ou c'est parce qu'il est encore en mode apprentissage? Est-ce qu'il est encore en mode de bien comprendre comment qu'on doit jouer défensif? Parce que Cole Eiserman, là, dans sa carrière, là, en ce moment, là, il s'est pas fait demander... il s'est probablement pas fait demander par ses entraîneurs d'être le gros gars défensif. Il s'est probablement fait demander, soit engager le plus possible, essaie de bloquer des tirs, essaie de t'impliquer le long de la bande. Mais toi, t'es là pour marquer des buts, t'es là pour la mettre dedans. Puis c'est ça qu'il fait, il la met dedans. Donc pour moi, Cole Eiserman, c'est ça. C'est que, je pense que du côté défensif, il y a des choses qu'il va pouvoir travailler, puis ce qu'on va lui demander en défensive, ça sera pas nécessairement si compliqué que ça. C'est bloque des tirs, c'est couvre bien ton homme, c'est travaille bien le long des bandes pour sortir la rondelle du territoire. Puis ça, il fait quand même bien, ça aussi. Là, la sortie de zone, il est capable d'aider la petite passe, ensuite de ça, la sortie de zone. Il est capable de le faire. Puis la même chose en attaque aussi. On me dit c'est juste un marqueur. Ouais, mais Cole Eiserman, moi je l'ai vu
être tenace en échec avant, être bon pour anticiper les jeux, utiliser son bâton, utiliser son gabarit pour finir des mises en échec. Aux 5 nations, il y a un des buts en finale que c'est directement lié à ça, à ce que Cole Eiserman fait comme travail en zone offensive. Un bâton sur Saline Wallenius, remise rapide devant, Max Plante est libre, il la met dedans. On l'a vu cette saison, ça aussi, de Cole Eiserman. Est-ce qu'on aimerait le voir plus souvent? Ben, c'est sûr. Mais encore une fois, pourquoi le développement de Cole Eiserman, c'est pas quelque chose qui peut développer, alors que ça, d'autres joueurs peuvent le développer. Pourquoi les autres joueurs vont développer ces aspects-là de leur jeu, mais Cole Eiserman, lui, non, il pourra pas développer ça. Surtout quand on nous dit, en plus de ça, « Ah oui, mais il y a plus de marge de manœuvre parce qu'il est né au mois d'août. » Pourquoi ça s'applique pas à Cole Eiserman, ces affaires-là? C'est un peu ça qui m'a dérangé, moi, cette année. Mais je trouve que ça a été un petit peu... le narratif a été installé, puis ensuite de ça, j'ai l'impression que les gens ils ont pas compris pourquoi le narratif était là, puis ils ont décidé de prendre ça as is. Puis c'est bien correct. Moi, je suis là, je vais essayer de défendre le plus possible Cole Eiserman, parce que je trouve qu'il se donne des chances à l'attaque par son positionnement, de la façon dont il vient s'insérer dans l'enclave près du filet. Puis ça se transpose dans la Ligue nationale tant qu'à moi. Puis son tir sur réception, puis son tir en avantage numérique, ça se transpose dans la Ligue nationale. Puis son tir des poignets, même chose. Puis je pense qu'il n'y a pas un mauvais coup de patin non plus, même si c'est pas le plus rapide. Je pense qu'il y a une bonne poussée pour son gabarit. Donc pour moi, oui, il y a des choses à corriger, mais il n'y a rien qui me dit que c'est choses. Tu sais, il n'a pas l'air d'un gars qui dit « Ah, moi, je veux pas faire ça, je veux pas travailler là-dessus. » Tu sais, c'est sûr que dans les entrevues, il va dire les bonnes choses pour les recruteurs et les choses comme ça, mais il a l'air de le dire pour vrai. Il a l'air d'un gars qui veut travailler sur lui-même, qui veut travailler sur ses jeux. Puis tu sais, on nous a dit « Ouais, mais il se crée pas d'occasion par lui-même. » Ouais, mais regardez les matchs de la Ligue nationale de hockey, là. Combien de fois vous allez voir des joueurs se créer des occasions par eux-mêmes? Tu sais, de vraiment, là, je prends la rondelle à partir du centre, là, mettons, là, puis là, j'utilise ma vitesse, j'utilise mes mains pour... Tu sais, Connor McDavid le fait, Nathan McKinnon le fait, Austin Matthews le fait. Tu sais, il y en a pas des millions, là. Tu sais, t'as besoin d'avoir une combinaison assez spectaculaire de talent, de vitesse, de main. Tu sais, puis les gars que je vous ai nommés, c'est des gars qui ont des gros gabarits aussi quand même. Tu sais, Macklin Celebrini, il le fait cette année. Tu sais, il le fait. C'est un joueur qui est capable de se créer des occasions, de prendre la rondelle vraiment, puis de se donner une opportunité de marquer près du filet de par ses mains, de par son tir. Tu sais, Eiserman, c'est pas nécessairement son style non plus. Tu sais, c'est ça encore une fois. Fait qu'est-ce que moi, je vois... Tu sais, je pense que Eiserman, c'est un gars qui, selon moi, peut marquer 50 buts dans la Ligue nationale parce que les rondelles vont converger vers lui de toute manière. Si jamais il reçoit... Si jamais il a du temps, il va la dégainer. Si jamais il peut s'insérer dans l'enclave ou près du filet, il va la recevoir, la rondelle, puis il a une capacité de finition très élevée parce que les passes sont pas toujours bonnes, puis il la met dedans pareil. Il y a une dégaine rapide, il y a une façon de capter ces passes-là, puis de décocher après, qui est très, très bonne. Donc, tu sais, puis on nous dit, oui, mais il reçoit beaucoup de passes, ses coéquipiers lui envoient la rondelle, il bénéficie de ses coéquipiers. Ben, peut-être que c'est l'inverse, justement. Peut-être que c'est un gars comme Kamil Bednarik, là, qui lui, il se dit... Ouais, ben tu sais, moi, là, j'arrive sur l'aile, puis si je la mets dans le slot, puis Eiserman, il est là, j'ai pas mal plus de chances de la mettre dans le filet, que si moi, je décide de la garder, puis là, je commence à tricoter ou faire une feinte. Tu sais, c'est peut-être ça aussi, là. C'est peut-être le fait qu'il reçoit des passes parce que son taux de réussite, puis son taux de finition, puis les chances que les joueurs voient qu'ils la mettent dans le net, elle est là. Donc pour moi, c'est toutes des choses qui m'ont fait un peu rire cette année dans le cas de Cole Eiserman parce que
Tu sais, le gars, il a une qualité élite de marquer des buts. Puis là, on va me dire qu'il va sortir 20e à cause de ça, à cause qu'il joue pas défensivement. Ben, si c'est le cas, je pense que il y a beaucoup de recruteurs puis de directeurs généraux qui vont devoir peut-être revoir leur pratique. Parce que tant qu'à moi, tu sais, si, mettons, ils tombaient avec un club comme les Devils, tu sais, mettons, ils jouent avec Jack Hughes, là, puis ils jouent avec, tu sais, peu importe qui qu'ils vont mettre à côté, Timo Maier, mettons, là. Peu importe, là. Pensez-vous pas que ce gars-là, Yzerman, il sera pas capable de marquer des buts, là? Puis pensez pas qu'en avantage numérique, il sera pas capable d'empoter 20 dans une saison? Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, là. Faut que tu aies un peu de quantifiable dans ça. Puis tant qu'à moi, Cole Yzerman, il l'a. Il a le quantifiable. Puis si j'ai tort, tu sais, on s'en reparlera dans 5-7 ans, là. Puis si j'ai tort, ça va me faire plaisir de le dire. Je suis pas un recruteur, moi je m'en fous, là. Tu sais, s'il est pas bon, il est pas bon, puis that's it. Moi, ma vie continue, puis tu sais, dans 10 ans, on va peut-être avoir la même discussion, puis je ferai la même erreur, puis on s'en reparlera dans 10 autres années. C'est correct. On n'est pas payé. Moi, ma job dépend pas de ça. Mais par exemple, laissez-le pas devenir un gars de 50 buts dans la Ligue nationale, parce que vous allez me trouver très tannant. Puis ça inclut les gars du TSLH. Ça inclut Pascal, ça inclut Saint-Lô qui l'aime un peu moins. Peut-être Seb aussi qui semblait l'avoir baissé dans sa liste. Peut-être Matt aussi. M'en fous. Tu sais, il y a un peu d'orgueil dans le scouting, il y a un peu d'ego. Ben, inquiétez-vous pas que si moi j'ai raison sur Cole Caulfield puis qu'il marque 50 buts dans la Ligue nationale, vous allez m'en entendre parler beaucoup. Comme vous m'entendez parler de Brady Tkachuk au 2e rang en 2018. Parce qu'en ce moment, Brady Tkachuk, à date, il est pas très... ça va quand même bien, sa carrière. Hein. Donc, ça sera à voir. On s'en reparlera. En attendant, Cole Yzerman, 2e sur ma liste. Et le dernier, et non le moindre, au premier rang, Macklin Celebrini. Le meilleur joueur, selon moi, de ce repêchage-là. Et pas juste le meilleur joueur côté... puis même, en fait, Demidov, je pense qu'il y a plus de talent que lui, mais mettons que Celebrini serait dans le top 3. C'est pas juste côté de talent, c'est vraiment un joueur complet, Celebrini. C'est un joueur de centre typique qui fait du travail pour aider les coéquipiers aussi, qui fait du travail à l'attaque dans sa zone, qui lui-même, comme je viens de le mentionner, est capable de se créer des occasions, qui est capable de mettre le tempo élevé, mais qui est capable aussi de jouer, encore une fois, à un rythme qui va permettre à ses coéquipiers de le suivre, mais qui va permettre à ses coéquipiers d'être dangereux. Donc pour moi, Celebrini, c'est un choix facile au premier rang. Oui, je l'avais 2e au début de l'année parce que j'avais Cole Yzerman premier, mais je pense que Celebrini, c'est tout simplement à distancer au fil de l'année. Et c'est distancé tellement qu'il est dans un tier tout seul, tant qu'à moi, un peu comme Connor Bedard l'était l'année passée. Puis c'est la raison pourquoi il n'y a pas de débat en ce moment dans la conversation. Macklin Celebrini, pour moi, c'est un choix facile au premier rang parce que lui aussi, encore une fois, c'est un gars qui va te donner une production en haut puis qui va te donner probablement de la stabilité en haut. Puis là, il s'en va avec San Jose, qui ont quand même un bassin de jeunes qui est quand même pas mauvais, côté offensif surtout. Donc, Macklin Celebrini, c'est une combinaison assez spectaculaire de vitesse, de finesse, de puissance, d'intelligence, de capacité à marquer des buts, de capacité à déjouer des défenseurs en vitesse ou même en espace un peu plus statique, un peu plus en espace restreint. Capacité à alimenter ses coéquipiers, capable de jouer en avantage numérique, capable de jouer en désavantage numérique, capable de travailler dans sa zone, capable d'amener de l'échec avant aussi en zone ennemie. Et le plus important, selon moi, à travers c'est un niveau de compétition élevé, évidemment, mais le plus important de qu'est-ce qu'on semble lire et ce qu'on semble voir à travers l'écran, c'est qu'il a l'air d'être un bon coéquipier, il a l'air d'être un leader, il a l'air d'être un gars qui est là pour les bonnes raisons, puis qui est là pour aider ses coéquipiers à progresser et à produire. Et puis ça, comme joueur de centre,
tu peux pas demander mieux. J'ai vu au Combine qui était à 5 et 11 et 3 quarts et 197 livres. Donc, mettons-le à 6 pieds, 197 livres. Je pense que c'est un très bon gabarit pour la Ligue nationale. Je pense qu'il va être capable de bien se tirer d'affaire parce que c'est ça. C'est ce mélange parfait-là, cet équilibre parfait-là du joueur qui a du succès dans la Ligue nationale, tout simplement, à cause de tous les aspects dont je viens de mentionner. Si on décortique un petit peu plus en détail, entre guillemets, c'est un tireur hors pair, Macklin Celebrini, un lancer des poignets solide, son tir sur réception est violent. Puis, il y a évidemment la qualité de fabricant de jeu, c'est que ses passes sont précises, sont vives aussi, puis c'est très... c'est que les passes, il y a des lignes de passes où on doit remettre à un coéquipier de l'autre côté ou quelqu'un dans l'enclave, puis lui, il les atteint régulièrement. Il y a une exécution très élevée. Je pense que... Puis évidemment, c'est pas juste de l'exécuter aussi, c'est de le voir. Puis des fois, tu as une option qui est un peu plus simple, comme je parlais de Lindstrom tantôt, une option un peu plus simple, puis Celebrini, lui, il est capable de prendre cette option-là, mais il est capable d'exécuter l'option plus difficile aussi, puis l'option qui est un petit peu plus compliquée, mais qui va payer un peu plus de dividendes peut-être. Donc tant qu'à moi, c'est une des meilleures visions du repêchage, sinon la meilleure, ou en tout cas dans la discussion avec des Demidov, des Katin, des gars comme ça. C'est un gars qui élève le jeu de ses coéquipiers. C'est qu'il rend ses joueurs meilleurs de par son talent, mais aussi par sa hargne, par son intensité, par la façon dont il travaille pour récupérer des rondelles, pour justement donner de l'espace, pour déstabiliser la défensive, puis placer ses coéquipiers dans de meilleures positions quand ça compte aussi. Quand les enjeux sont élevés, Celebrini a été là. On l'a vu pendant le tournoi de la NCAA qui a été quand même solide. Évidemment, il y a eu la petite connexion avec Lane Hudson aussi qui fonctionnait très bien. Mais au championnat mondial junior, je pense que c'est là qu'on a vu... Je pense que c'est là que ça a solidifié aussi le rôle de leader de Celebrini, parce que quand tu le regardais, quand moi je l'ai regardé jouer Celebrini, j'étais comme... Tu vois qu'il n'a pas le talent de Connor Bedard, puis c'est correct. Mais il a souvent été amené pendant ce tournoi-là à amener son équipe sur ses épaules, offensivement aussi, puis amener le niveau de jeu à un autre niveau, puis il l'a fait. Un peu comme Connor Bedard l'avait fait aussi. Donc moi, ça m'a donné... Puis encore une fois, je voulais pas le comparer côté points à Connor Bedard, c'était vraiment juste... Je veux qu'il aille à ce tournoi-là puis qu'il connaisse du succès quand même bon, de bons succès sans nécessairement tout démolir. Puis il l'a fait à 17 ans. C'est un gamer. C'est un gars qui veut avoir les projecteurs sur lui. C'est un gars qui va avoir un impact de présence en présence. Puis Celebrini l'a montré dans la USHL. Il l'a montré dans les tournois. Il l'a montré cette année. Donc pour moi, ça ne fait que confirmer à quel point c'est un joueur qui va probablement être là quand ça va être le temps d'aller en série, puis quand ça va être le temps de vraiment ressortir du lot. Il y a des gens qui l'ont comparé à Sidney Crosby. Bon, moi je trouve que Sidney Crosby, j'aurais un peu de misère à comparer quelqu'un à Sidney Crosby, à moins vraiment que ça soit un joueur comme, mettons, McDavid, là, que tu vois le talent générationnel, lui, il sort par les oreilles. Là. Je trouve que c'est le golden standard, fait que je suis pas prêt à aller là, mais Celebrini, c'est un gars comme ça. C'est un gars qui va tout faire pour aider ton équipe, puis il va tout faire pour aider tes coéquipiers, puis il va le faire de la bonne façon. Puis évidemment, son père aussi travaille pour les Warriors de Golden State côté préparation physique, là, si je me souviens bien. Donc,
tu vois que le gars il est sérieux, donc il sait comment travailler pour être un joueur qui va faire attention à lui, puis qui va essayer de limiter les blessures, puis qui va essayer de faire attention à son corps en général. Donc, pour moi, Celebrini, ça va être un excellent centre de premier trio, tant qu'à moi. Un gars qui a un plafond peut-être de 90 points. Euh, peut-être un peu moins, mais mettons, il finit ses saisons à 80 points environ, un talent, un point par match. Ça serait une excellente sélection au premier rang, tant qu'à moi aussi. Et je vais terminer. Je pense qu'il faut faire la distinction des fois. C'est pas un talent générationnel, Celebrini, mais je pense que ça va être un talent qui va être dangereux et efficace pendant toute une génération. Donc, mettons 15 ans, là, Celebrini va être là, il va faire partie de la discussion, puis il va faire partie des équipes, des joueurs qui vont être à surveiller pendant toute la saison, pendant des années. Donc, Macklin Celebrini, c'est mon premier au total, et le premier au total de tout le monde, de toute façon, donc j'ai aucune exclusivité là-dessus. Mais un excellent joueur de hockey, puis un joueur que j'ai bien hâte de voir avec les Sharks, parce que je pense qu'il y a un peu d'appui aussi offensivement avec les Eklund, avec Musty, Will Smith qui est là, Thomas Bordelot. Donc il y a des moyens de moyenner, je pense, avec cette équipe-là. Donc ça sera intéressant de voir la suite des choses. Macklin Celebrini, premier sur ma liste. Donc, c'est ce qui complète mon top 32, ma dernière vidéo des 3 qui sont parus sur ma chaîne. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à partager, à donner votre opinion. Partagez vos observations aussi. Toujours plaisant de discuter avec vous en commentaire. Évidemment, on n'est pas des recruteurs, donc votre opinion elle est aussi bonne que la mienne. Amener des arguments aussi, donc on a toujours des bons échanges par rapport à ça. Ce qui reste à venir de notre côté, en fait, moi du côté de ma chaîne, c'est terminé, mais pour ce qui est de TSLH, on va enregistrer un War Room le 14 juin. Donc ça va paraître sur Patreon en premier et ensuite de ça, on va mettre ça en ligne sur YouTube. Ensuite de ça, on va avoir aussi le live de la première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey le 28, le vendredi. Donc ça risque d'être encore plaisant. L'année passée, on avait eu des petits sautes d'humeur par moment pour certains choix, dont celui du Canadien. Voyons voir cette année si on va être un petit peu plus réjouis. Puis évidemment, on a l'apparition de notre guide qui s'en vient avec beaucoup d'espoir à aborder. Je pense qu'on a au-dessus de 140 espoirs. Il y a beaucoup de pages, là. C'est beaucoup de travail. On va avoir nos listes là-dedans aussi. On va avoir évidemment nos observations, nos opinions sur les joueurs en tant que tels. Moi, je sais que j'en ai fait 89. Mon document, il y avait 50 pages, au-dessus de 26 000 mots. Donc, c'est beaucoup de travail, mais on est content de vous partager ça. On est content de vous donner nos observations, notre opinion. Comme on le dit tout le temps, on n'est pas des recruteurs non plus, donc c'est vraiment par passion. Puis on aime ça que vous embarquez là-dedans, pour vous le télécharger, quand vous regardez le repêchage, vous feuilletez un petit peu, puis vous pouvez avoir nos opinions, même si encore une fois, c'est pas des opinions de recruteurs, mais au moins vous pouvez vous faire une petite idée, puis c'est ça le but du guide, c'est ça le but de ma chaîne et du TSLH, la chaîne du TSLH aussi à la base. Donc c'est ça, c'est de vous informer puis vous en donner le plus possible. Côté repêchage, côté espoir. Et on est toujours content que vous soyez là. Puis, comme on dit tout le temps, notre paye à nous, un peu, c'est le bouche à oreille, le partage, les choses comme ça. Donc, on espère que vous allez downloader le guide en grand nombre, puis que vous allez ensuite de ça le partager, puis vous allez donner des bons commentaires là, sur les plateformes et ainsi de suite. Donc, c'est du gros travail de tout le monde. Je sais que Saint-Lô aussi, lui, a fait des analyses détaillées sur le site du TSLH. Donc, allez voir ça aussi. Ça ne sera pas complètement dans le guide, mais lui, il va avoir ses quotes aussi sur le site. Il y en a déjà paru pas mal en plus. Donc, c'est ça. On va espérer que vous allez avoir du plaisir lors du repêchage. On va vous en souhaiter un bon. À nous aussi, d'ailleurs. Puis pour la chaîne, on va revenir à l'automne. Donc d'ici là, on se dit à la prochaine. Puis un bon repêchage à vous.